Alors, la question qu'on peut se poser, bon, on a un rebond, pourquoi maintenant? On a essayé d'expliquer pourquoi maintenant, et on pourrait ajouter le fait qu'en début d'année, on remet beaucoup de compteurs à jour, et effectivement, on réalise que la puissance bénéficiaire, la puissance des BPA de ces entreprises, si on la couple avec la baisse du cours qu'on a connu en 2022, eh bien, il y a quelque chose qui est incohérent. Donc, quand on remet les compteurs à jour, il n'est pas totalement aberrant que ce soit produit en début d'année, alors qu'on remet ces compteurs à jour, que la prise de conscience intervienne, même si, on l'a vu, la prise de conscience, dans certains cas, pour Hermès, avait déjà commencé en cours de l'année 2022. Et maintenant, en 2023, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut garder en tête. Alors, c'est toujours difficile d'annoncer des bonnes nouvelles et de considérer que ça peut être un risque. Là, en l'occurrence, les chiffres du chômage sont au plus bas depuis 53 ans aux États-Unis. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie américaine continue à extrêmement bien fonctionner malgré la hausse des taux. Mais du point de vue des marchés financiers, ça peut être considéré comme une nouvelle moins bonne parce que ça peut renforcer la Fed dans son envie de poursuivre cette hausse des taux à un rythme qui ne serait pas tout à fait satisfaisant pour les marchés financiers. Donc, c'est un risque du point de vue de l'investissement, même si c'est une bonne nouvelle pour l'économie. La volatilité du 2 ans, donc les taux d'État, les emprunts d'État à 2 ans, réagissent très fortement dès qu'il y a une décision de la Fed. Donc, en l'occurrence, on est sur quelque chose qu'il faut bien intégrer, c'est qu'une erreur de communication ou à défaut un changement de pied ou une inflexion de la Fed, c'est immédiatement interprété par les marchés, à tort ou à raison, parfois même à tort à court terme et à moyen terme mieux réapprécié ou l'inverse. Donc, la politique monétaire et la communication sur cette politique monétaire sont absolument essentielles et vont continuer à créer de la volatilité. Alors, on l'a, Bruno, je ne sais pas si tu veux. Oui, oui, bah, en fait, c'est bien sûr, comme on le voit sur les slides précédentes, on n'est pas sorti de l'auberge, puisque avec un marché de l'emploi si dynamique, l'inflation peut continuer à nous embêter un certain temps. En revanche, on voulait attirer votre attention sur un point qu'on voit très peu dans la presse aujourd'hui, qui sont les effets de base. Donc l'inflation, en fait, elle se mesure par rapport à une référence, et la référence, c'est l'inflation d'il y a un an. Le fameux CPI, en fait, c'est une moyenne des inflations qu'on a eues depuis un an. Donc, le CPI, il y en a deux. Il y a un yearly, donc en fenêtre glissante annuelle, et puis il y a un month on month. Donc, on vient d'avoir celui de janvier, et vous voyez que si on regarde les chiffres en janvier, en début d'année 2022, on arrive dans des mois où le CPI a été en très forte hausse aux États-Unis. Ça veut dire que février prochain, février 2023, va être comparé à un février à 0,7, et que surtout, mars 2023 va être comparé à un mars 2022 qui était très très fort, avec 1% de hausse de taux sur le mois. Tout ça pour dire que forcément, plus on avance dans le temps, plus on va finalement avoir des effets de base positifs, puisque on va calculer sur des fenêtres qui prendront des chiffres d'inflation déjà très hauts. Donc, c'est la relative sérénité que vous avez pu sentir dans le discours des banquiers centraux, en particulier américains, c'est qu'elle est tout simplement liée au fait que sur 6 mois, et ça personne ne le dit, il n'y a quasiment pas de hausse quasiment pas de hausse de prix aux États-Unis. Voilà, donc de manière assez naturelle, si on évite une réaccélération de l'inflation, on devrait avoir en juin notamment des chiffres du CPI monthly et du CPI yearly qui sont très encourageants, en tout cas de manière facialement beaucoup plus sympathique que ce qu'on a dû subir l'année dernière. Voilà, donc tout ça nous crée beaucoup d'opportunités dans les portefeuilles. On va le détailler fond par fond, mais vous l'avez compris, le gros mouvement qu'on met en œuvre en ce début d'année, c'est de garder nos positions sur le digital, mais de les écrêter pour ne pas laisser le portefeuille se déformer et se retrouver avec une poche de digital qui monterait de 20 à 40% de notre fonds, et de réallouer cet argent sur des titres qui nous paraissent avoir beaucoup de valeur et beaucoup de retard qu'on trouve dans le domaine de la pharma, du food ou du healthcare.
Alors, les valorisations, là, on ne va pas détailler, mais c'est juste pour vous rappeler qu'on fait un gros travail chez Finaltis pour maintenir à jour les grandes histoires boursières qui nous intéressent. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir vers nous, nous poser des questions. On a des fiches valeurs sur 200 equity stories, voilà, qui sont au cœur de nos process. Et on peut voir sur Sanofi à l'instant qu'on est sur des multiples de valorisation très attractifs. Sur Nvidia, qui est bien sûr en plein dans l'actualité, hein, puisqu'il y a l'effet ChatGPT, qui n'a pas encore utilisé ChatGPT, ils sont de moins en moins nombreux. Et bien sûr, ce thème de l'IA profite à Nvidia, puisque beaucoup les data centers de Microsoft, hein, qui sont derrière ChatGPT, bien sûr, ont besoin d'une quantité astronomique de GPU. Et qui fait des GPU? C'est principalement Nvidia. Voilà, on voulait évoquer aussi une dernière valeur ce mois-ci, qui est Visa. Voilà, c'est pas sans rapport avec ce que Denis évoquait il y a quelques minutes sur la Chine, hein. Bien sûr, on est dans un monde qui se réouvre, où les touristes voilà, ont la possibilité à nouveau de voyager. Et Visa, on va voir sur la slide suivante qu'on est sur des multiples de valorisation assez attractifs, hein, puisque c'est assez rare finalement sur les 5 dernières années de pouvoir acheter Visa autour de 25 fois les résultats. C'est un chiffre d'affaires en forte croissance, régulière surtout. Et Visa, bien sûr, profite de cette réouverture en Chine et ailleurs. Pourquoi? Parce que les touristes, c'est le business le plus rentable chez Visa et Mastercard, parce que la commission qu'ils nous prélèvent sur les transactions cross-border, transfrontalières, est plus élevée que la commission domestique. Donc, dit autrement, plus il y a de touristes dans le monde, plus Visa est content.